Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières, l'After Show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de Juliette. Comment ça va, Juliette? Coucou Sonia, ça va et toi? Ça va. Un petit peu remise puisque j'étais malade et j'avais plus de voix et on n'a pas pu enregistrer depuis 2 semaines. Du coup, trop contente de pouvoir reprendre avec toi. C'est ça, pareil, trop contente. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas absolument terrible et en même temps très intéressant qui est celui de la fusillade d'Aurora. Si jamais vous n'avez pas encore entendu l'épisode d'Éteignez vos lumières consacré à cette affaire, je vous le conseille évidemment d'aller l'écouter parce qu'on va pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé lors de cette affaire. Pour remettre un petit peu le contexte, une affaire de fusillade, j'ai envie de dire plutôt récente, c'était en 2012, donc ça fait quand même déjà 12 ans. Mais moi, j'ai un peu l'impression de l'avoir encore à l'esprit. Je me rappelle vraiment assez précisément de quand c'est arrivé, puisque ça avait été très marquant même jusque ici en France pour nous. C'est pareil pour toi? Oui, bah en plus moi je crois qu'à ce moment-là, si je me rappelle correctement, j'étais en Angleterre Ah oui. et j'ai justement été voir ce film et c'est vrai qu'on avait un peu ce film, je précise, hein, donc le Batman Rises, je crois, si je me trompe pas, The Dark Knight Rises, je sais plus. C'est ça, oui, c'est ça. Mais en tout cas, oui, j'avais été voir ce film, donc pas en avant-première, mais juste au cinéma, et c'est vrai que j'ai quand même eu le sentiment que tout le monde avait un peu encore ça à l'esprit, puisque c'était après donc la fusillade. Ah oui, Et forcément. c'est vrai que c'était un peu l'ambiance était un peu particulière du coup dans les salles de cinéma, je pense. Oui, c'est vrai que moi je l'avais pas vu au cinéma, mais pour le coup, cette période-là, aller au cinéma, c'était un peu particulier. Ça nous avait marqué quand même vraiment fort et ça a beaucoup. C'est resté très en lien avec ce film Batman, le fait d'aller au cinéma. Nous, on n'était pas encore trop marqués en France, j'allais dire heureusement, malheureusement, je sais même pas comment le dire, par ces possibilités d'être visé par par un tueur ou des tueurs dans un lieu public, mais ça avait commencé déjà un peu à créer certaines angoisses qui malheureusement ont été que renforcées par les années suivantes et notamment les attentats de 2015 pour nous en France. Clairement, Mais ouais. je me rappelais pas que c'est effectivement ça doit coïncider avec le moment où tu étais en Angleterre et du coup tu t'en avais un peu parlé, enfin je sais pas, ou c'était juste comme ça dans un coin de ta tête. Non, je crois que c'était vraiment dans un coin de ma tête, mais après, après la séance, j'en avais discuté avec les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, et c'est vrai que je pense que c'était un peu dans un coin de notre tête à tous, mais il y avait peut-être limite cette envie de pas en parler, parce que je pense que c'était un peu c'était presque pire en fait de vraiment d'aller dans le cinéma en ayant ça bien à l'esprit et en Oui. ayant discuté de ça avec les personnes avant, ça fait que forcément t'y penses encore plus. Mais du coup oui, c'était quand même je pense bien ça a bien marqué quand même tout le monde et d'autant plus que là c'était le même film, c'était vraiment le contexte était un peu particulier. Ah ouais, de fou. Mais moi, je sais que ma mère a toujours été quelqu'un d'assez anxieuse et du genre à beaucoup imaginer un peu le pire et se préparer au pire dans beaucoup de situations. Mais notamment après ça, elle me disait toujours, quand tu vas quelque part dans une salle de concert ou dans un cinéma, fais attention où sont les issues de secours. Et je pense qu'elle me le disait peut-être déjà même avant, mais ça m'a vraiment, tu vois, marqué où je me suis dit, Oui, ouais, en fait, elle a un peu raison. Et je sais que depuis ça, à chaque fois que je vais au cinéma, ce qui est assez rare, enfin, j'ai eu une période, peut-être justement dans ces années-là où j'allais beaucoup au cinéma parce que j'avais la carte, c'est tu vrai. sais, Mm. illimitée. Donc, quand t'es étudiant et tout, c'est hyper intéressant, c'est assez rentable, tu peux aller voir plein de films. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais n'empêche qu'à chaque fois que je me retrouve dans une salle de cinéma maintenant, j'ai une petite pensée pour Aurora et je check où sont les issues de secours et je Ouais, réfléchis. C'est horrible en fait, mais vraiment ça m'a ouais. un peu trauma quoi. Ah ouais, non, c'est clair. J'ai quand même l'impression qu'on a tous plus conscience de ça aussi, notamment avec Aurora, mais avec malheureusement tous les événements qui ont suivi aussi en France ou ailleurs. Hein, mais je pense qu'on a vraiment été marqués par ça. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai quand même le sentiment qu'on n'est pas les seuls à faire un peu plus attention aux issues de secours, aux sorties possibles, enfin d'évaluer un petit peu les possibilités en cas d'événement de cette ampleur. Et ça a un côté un peu tragique, mais je pense que on a, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui le font pas, mais nous j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut-être nous rassure, même si ça veut pas dire que forcément ça garantirait une issue favorable en cas de fusillade ou autre, mais
peut-être qu'on le fait pour se rassurer d'une certaine manière. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, pourquoi est-ce que, Mmh. tu le fais, en fait? Est-ce que c'est pour te rassurer? Est-ce que c'est Ouais, je sais pas, c'est un peu comme automatique? un instinct de survie, tu sais, enfin, moi, c'est Mmh. vraiment, je me dis, bah, mais même, enfin, voilà, c'est pas forcément, je pense pas qu'il y a nécessairement, je vis pas avec cette peur constante qu'il y ait un tueur de Mmh. messe qui débarque là où je suis, mais plus, je me suis pas mal renseignée aussi, tu sais, sur les dangers des mouvements de foule et les choses comme ça, et tu Ah sais que oui. si jamais il y a, ne serait-ce qu'un incendie ou qu'un un souci quelconque, en vrai, c'est sûr que tu gagnes quand même des précieuses, secondes, des instants et tout, de savoir tout de suite comment réagir parce que tu as anticipé et que tu te dis: «Bon, s'il y a un souci, voilà quelles sont mes options. L'option 1, parce que ça, c'est la sortie la plus proche, et si ça peut pas être celle-là, il y a l'option 2, et cetera, et cetera». Et ouais, je pense que, en tout cas, toi et moi, on en a déjà parlé, mais on est très sensibles, aux fusillades de masse et à ce genre Mmh. de choses. Je sais que c'est vraiment, quand même assez partagé, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui nous marque beaucoup, mais c'est vrai que toi et moi, on partage Oui. j'allais te dire, c'est un sentiment très bizarre parce que c'est des choses qui nous traumatisent alors on n'en a pas vécu, heureusement, aucune de nos 2 n'a été confrontée frontalement à ça directement. Moi, j'ai eu la chance de pas être exactement sur Paris, j'étais un peu plus loin au moment des attentats, mais j'avais des amis qui étaient pas très loin, donc eux, tu vois, ils l'ont vécu, encore plus violemment que moi. Ah oui. Mais c'est quelque chose, je saurais pas expliquer exactement pourquoi. Je me pose souvent cette question. Tu vois, souvent les gens me demandent, et je pense on te pose la même question depuis que tu travailles avec moi, si les histoires qu'on raconte nous traumatisent pas, voilà, nous rendent pas parano. Et j'ai tendance à dire non, mais j'ai l'impression que pour le cas un petit peu particulier des fusillades, c'est un peu plus vrai. Enfin, j'ai eu vraiment cette difficulté à travailler sur le sujet d'Aurora. Tu l'as eu aussi, on en a Oui. parlé. Ça avait été pareil pour Columbine. Oui, Et à clairement. chaque fois, en fait, que c'est ça, c'est très bizarre. C'est une relation très malsaine avec ces affaires, dans le sens où, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je me sens hyper happée. J'ai besoin de tout savoir. J'ai besoin d'aller Mmh. voir tous les moindres détails. Et en même temps, enfin, ça me marque plus. C'est les rares fois où je vais faire des rêves aussi, enfin, des cauchemars en Pareil. lien avec les Ouais. affaires qu'on traite. C'est les fusillades. Toi aussi, ouais. Ouais, mais c'est bizarre, hein, c'est comme tu dis, je sais pas pourquoi. Bon, bah, pour le coup, c'est pareil pour nous et je crois que certains de tes abonnés partagent aussi, le même sentiment que nous par rapport à ce genre d'affaires parce que, on a eu l'occasion d'en discuter, que ce soit sur Twitch ou même dans les commentaires d'après ce qu'on peut lire, on n'est pas les seuls visiblement à être un peu plus, on sait pas pourquoi, mais en tout cas un peu plus marqués, un peu plus, j'ai pas envie de dire traumatisés, mais c'est vrai que quand on écrit, les scripts, pour, ce genre de vidéos ou quand on fait les recherches ou peu importe, j'ai l'impression on est encore plus, happés par tous les détails. On va essayer de trouver c'est malsain, en plus, un côté malsain en plus, hein, de faire ça. J'ai l'impression on est vraiment obsédés et comme tu dis, moi, ça m'est arrivé aussi de faire des cauchemars alors que, globalement, même si on traite des affaires qui sont toutes, d'une manière ou d'une autre, atroces, je saurais pas dire pourquoi celle-là, elle nous marque plus, ce genre d'affaires, les fusillades ou les ouais, ça a un côté un peu aléatoire, je sais pas, on en a discuté, on essaye de trouver, Mm. une justification là-dessus, en fait, d'essayer d'expliquer un petit peu, ce sentiment qu'on a toutes les 2 par rapport à ça, mais Ouais, c'est vrai. Bah, on partage avec vous vraiment nos questionnements en direct, oui! en fait, là, actuellement. Parce que bah, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans nos conversations à toutes les deux. Et ouais, je me dis, ça doit être un mélange de plusieurs choses. Déjà, l'usage quand même tu sais, d'armes semi-automatiques. Mmh Donc mh. nous, heureusement, on connaît très peu, on est très peu confrontés à ça en France. Mais c'est arrivé à certaines occasions, notamment lors des attentats, et ça a été quand même voilà, quelque chose qui nous a profondément marqué et laissé des séquelles en tant que Français. En fait, on a tous vécu quelque chose Mmh. où on s'est senti quand même visé. Peut-être parce que très souvent, ces affaires de fusillade, elles touchent quand même des personnes auxquelles on s'identifie. Tu sais, c'est des gens Ouais. qui vont à un concert, c'est des gens qui vont au cinéma. Donc on se dit, ça pourrait vraiment être moi, ça pourrait être quelqu'un de ma famille. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce côté, comme tu dis, c'est très aléatoire, c'est très soudain, c'est imprévisible. Tu sais que à tout moment, presque, quand tu es dans un lieu public, ça pourrait te tomber dessus. Et du coup, moi, j'ai pas mal de pensées intrusives à ce propos-là. Tu vois, peut-être le fait de vivre aussi dans des grandes villes où, bon, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, un autre élément, en tout cas,
auquel j'avais pensé, notamment quand je travaillais sur Columbine, c'est aussi le fait que c'est souvent des affaires qui sont ultra, ultra documentées. Enfin, tu sais, on a vraiment, contrairement à une affaire de tueur en série où des fois tu vas peut-être avoir des photos, mais on a peu de vidéos. Là, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'éléments sonores, tu sais, des appels, parce qu'il y a C'est beaucoup vrai. d'appels au 911 par exemple et qui sont rendus publics. Enfin, donc du coup, tu as vraiment cette possibilité entre guillemets de vivre les événements, enfin de les revivre à travers toutes ces traces qui sont laissées numériquement et du coup ça crée une proximité encore plus grande quoi. Ouais, totalement. Je pense que ça doit être ça aussi, comme tu dis, on a beaucoup de ressources, c'est quand même globalement, alors pas dans tous les cas, mais en tout cas pour Aurora et Columbine, c'est des affaires qui ont été extrêmement médiatisées aussi. Mm. Du fait que ces 2 affaires se soient passées aux États-Unis, je pense que, bah, on a plus facilement accès aux ressources, qui peuvent exister, à toutes les ressources Ouais. disponibles. Ils sont quand même un peu plus transparents avec ça aux États-Unis, donc c'est facile de se laisser happer, en plus, surtout quand on est comme nous et que c'est des choses qui nous touchent peut-être plus ou en tout cas différemment que certaines affaires. On a vraiment la possibilité de se plonger dedans à fond et Mm. ça peut avoir un côté un peu obsessionnel, hein, je sais que moi j'en rêvais aussi la nuit, j'ai passé des heures à lire des choses, c'est pas forcément, je sais pas, c'est disons qu'on en parle souvent entre nous et on n'est pas les seuls visiblement à avoir ce genre d'obsession, mais il y a quand même un côté, je saurais pas comment dire, peut-être une obsession un petit peu plus poussée par Ouais. rapport aux autres sujets qu'on peut traiter sur ta chaîne notamment. Ouais, il y a un côté un peu plus malsain que d'habitude, dans Mmh. le sens où moi je le vois vraiment comme, tu sais, on gratte une croûte qui est en train d'essayer de cicatriser et tu sais, tu peux pas t'empêcher, ça te démange un peu et tu continues. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à chaque fois, notamment, ouais, effectivement, sur l'affaire d'Aurora et aussi précédemment avec Columbine. Columbine, c'est très connu. J'avais vu pas mal de sujets d'ailleurs sur Reddit, hein, pour être un sujet qui peut plonger des gens dans finalement une espèce de détresse psychologique parce que ça, effectivement, beaucoup de gens disent qu'ils se sentent un petit peu comme aspirés. Il y a un côté très magnétique à ces affaires. C'est difficile. Je pense que ça mériterait vraiment qu'il y ait des études plus approfondies là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que ces affaires-là, particulièrement, elles ont cette aura qui te retient en fait et t'as toujours envie d'en savoir plus et comme il y a beaucoup beaucoup d'éléments, tu peux vraiment aller creuser de plus en plus et t'as l'impression que c'est sans fond, c'est le concept du terrier de lapin, le rabbit hole, Mmh mh. dans lequel tu tombes et après tu galères à en ressortir et ça explique aussi parce que beaucoup de personnes me suggèrent des affaires de fusillade. C'est aussi pour ça qu'on en traite assez peu sur la chaîne, parce que je crois que c'est les seuls pour lesquels on ressent à ce point-là ce besoin de se préserver. Sinon, on pourrait vraiment tomber, je pense, dans des choses qui sont... Enfin, c'est notre limite à nous. Bon, C'est j'imagine vrai. que tout le monde n'a pas la même, mais Non, bien sûr. ouais, nous deux, en tout cas, on a un peu cette même sensibilité-là, quoi. C'est ça, je sais qu'il y a aussi certains de tes abonnés qui ont cette limite par rapport à tout ce qui touche aux enfants, ce qui Mm. est Oui, entièrement normal et compréhensible. oui. Et ça veut pas dire que nous, on n'est pas touchés par ce genre d'affaires, bien Oui, évidemment. c'est sûr. Mais comme on n'a pas d'enfant, Ouais, peut-être qu'on se projette moins, tu vois, dans le sens où on c'est se vrai. reconnaît aussi moins dans le côté parental, etc. Alors que bah, là, encore une fois, il y a peut-être plus ce côté, on pourrait se sentir nous-mêmes, enfin, on se projette en fait dans ces victimes-là, quoi. C'est vrai. Et ce que j'ai lu aussi et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui se projettent et qui s'identifient parfois aux auteurs des fusillades. Mmh. Pas forcément à raison, hein, Oui, mais c'est ils vrai. voient un petit peu tout ce qui est profil marginalisé, souvent terrain dépressif, en tout cas, voilà, tout un tas d'éléments et j'ai lu plusieurs fois des commentaires, de certains de tes abonnés où ils se questionnaient et limite ils s'inquiétaient en disant: «Mais je me reconnais dans ce profil et ça me fait peur, en fait». Ah, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'avoue, j'ai pas ça. Mmh. Mais effectivement, oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, encore une fois, je vais faire référence à Columbine parce que c'est un petit peu Mmh mon mh. c'est quand même vraiment, je crois, l'une des affaires qui m'a le plus, marquée, Pareil. ever de toute Mmh. l'histoire de tout Clairement. ce que je connais en criminaux. Mais pareil pour Aurora, mais quand même un peu moins. Mais en tout cas, enfin, Eric Harris, Dylan Klebold, les 2 auteurs de Columbine, ils sont aussi traités d'une manière particulière par la culture internet
pas tant par les médias, parce que les médias C'est vrai. traditionnels vont beaucoup, simplement les présenter comme des monstres, mais la pop culture autour qui s'est créée et cetera, qui s'en est un peu emparée, il y a énormément de personnes qui effectivement, vont avoir tendance à presque les placer eux aussi comme des victimes, à se dire: «Bon bah, on sent une proximité avec eux» parce qu'effectivement c'est des ados un peu perdus, un petit peu marginaux, qui se sentent pas forcément compris, qui est peut-être un peu le propre de l'adolescence finalement, donc tout le monde Oui, bien peut sûr. aussi se retrouver quelque part là-dedans et après effectivement eux avec, bah, plus des affects, de dépression, de choses comme ça et donc certaines personnes qui peuvent se reconnaître ou en tout cas, se dire: «Bah, si on avait pu, leur parler différemment, s'ils avaient eu des amis et cetera, peut-être que ça aurait changé». En réalité, c'est plus pervers que ça, mais il y a beaucoup de très jeunes, j'ai l'impression, qui vont avoir ce côté, s'identifier à eux et puis se demander si, comme tu dis, eux aussi ne pourraient pas un Oui. jour, vriller. Je crois que, ouais, c'est beaucoup une recherche de, comprendre, est-ce que moi aussi je pourrais un jour, être dangereux? Parce que les gens ont peur en fait de se reconnaître, dans quelqu'un alors que bon, on peut se reconnaître dans malheureusement, même le pire des criminels, sur certains aspects, ça ne veut pas dire qu'on fera les mêmes choses que lui. Bien sûr et je pense qu'à partir du moment où on s'interroge là-dessus et on en a peur, c'est quand même plutôt un bon signe. Enfin, je veux Oui. pas faire des généralités, mais je me dis si on est capable de se dire: «J'espère que, jamais je pourrais faire ça, c'est horrible» et qu'on en a peur et qu'on s'en inquiète, je pense quand même que c'est assez rassurant, par rapport à tout ça. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est quand même fou de voir que c'est des affaires, que ce soit, Columbine ou bah, là, en l'occurrence, le sujet dont on parle, la fusillade d'Aurora, qui finalement, happe beaucoup de gens pour plein de raisons différentes et Ouais. qui donne lieu à plein aussi de questionnements et de débats sur la santé mentale, les armes, ça on pourra y revenir, mais c'est vrai que c'est Mmh. des affaires en plus qui soulèvent pas mal de questions de société. Mmh. Ouais, effectivement, mais je pense que d'ailleurs on peut totalement, Oui, commencer à aller là-dessus parce qu'on a fait un gros tour d'horizon sur, c'est vrai. notre, propre implication peut-être personnelle, par rapport à enfin, en tout cas notre ressenti par rapport à cette affaire-là. Mais, il y a plein d'autres choses à dire. C'est un très, très long sujet. Ça avait fait un gros épisode, hein, C'est toujours difficile Oui. d'être, concis, je trouve, sur les affaires comme ça parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup d'éléments. Et oui, eh bien écoute, attaquons tout de suite. Peut-être parlons santé mentale, parlons de, Oui, je pense que ça serait intéressant justement de parler du portrait un peu psychologique ou en tout cas de la santé mentale, de l'état mmh. d'esprit dans lequel James Holmes, était au moment où il a commis cette fusillade ou donc les mois qui ont précédé la fusillade. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Mmh, Je mmh sais mh. pas si tu avais un sujet en particulier pour commencer un petit peu, cette discussion? Ouais, bah, sans forcément reprendre tout ce qui a été dit dans Mmh l'épisode, mh. parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Holmes. Je pense que moi, ce qui m'a le plus, attristée, je dirais, avec, son cas, c'est d'abord l'impuissance de toutes les personnes autour de lui qui visiblement même lui, en fait, le premier, hein, sentait qu'il était dangereux. Sa psy sentait qu'il était dangereux, il y a eu des alertes qui ont été faites, il y a vraiment plusieurs personnes qui étaient quand même au courant et tu as l'impression qu'il y a des petites perches qui ont parfois été tendues. Même lui, tu vois, quand j'ai découvert que quelques minutes avant de re-rentrer dans le cinéma, il avait décroché son téléphone pour appeler le centre d'aide quand même. Tu sais, les appels un peu d'urgence où tu peux contacter, Mmh. un psy, même au plein milieu de la nuit parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Tu te dis: «Bon, vraiment, et ça rejoindra, aussi, toutes les questions de la prévention. Il y a eu des choses, des petites tentatives de sa part, des tentatives des psychologues, des tentatives de ses parents parce que très, très tôt, ils l'emmènent aussi voir un psy. Ils savent qu'il y a des problèmes avec la violence, avec sa gestion et cetera. Il y a comme plein de petits cailloux qui étaient un petit peu, là et en fait, ça n'a pas mené jusqu'à, l'empêcher, l'arrêter avant et ouais, c'est ça, je trouve le plus, triste et frustrant, en fait, dans cette affaire. Oui, clairement. Je pense que, voilà, c'est vraiment un cas où on peut pas se dire: «Il y avait aucun, enfin, on n'aurait jamais pu se douter de quoi que ce soit, il y avait Ah pas non. de signaux». Ah non. C'est vraiment un cas où, depuis le début, que ce soit, comme tu dis, ses parents, lui-même, ses proches, ses psys, enfin, Mmh. tous les gens qui l'entouraient, il y a quand même eu des tentatives, bah, de donner l'alerte, hein, en tout cas, dans les quelques mois qui ont précédé la fusillade, soit, bah, d'essayer de comprendre même lui-même. Il s'est quand même orienté, il a quand même fait des études, pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau parce que lui-même
ne comprenait pas, en fait, Ouais. pourquoi il était habité par ce genre de pensée. Et là, tu vois, ça, je comprends qu'on puisse pas, on va pas arrêter quelqu'un qui n'a rien commis. Et le problème aussi, qu'il y a beaucoup avec les tueurs de masse, c'est que c'est des gens qui, effectivement, passent une fois à l'acte. C'est très rare qu'il y ait un... Enfin, tu vois, quand ils passent à l'acte, ils sont tellement C'est vrai. bien préparés que, voilà, ils arrivent et c'est dévastateur parce que ça fait super longtemps qu'ils préparent le truc, qu'il y a des petits signaux, mais pas suffisamment pour qu'on puisse vraiment les arrêter. Et d'un seul coup, il y a une espèce d'explosion de rage et c'est trop tard. Il y a malheureusement rarement quelque chose d'assez avant-coureur pour qu'on puisse vraiment les stopper et les remettre sur le droit chemin. Donc en fait, je comprends que on pouvait pas l'arrêter avant pour juste le fait qu'il dise à sa psy je fantasme de tuer des gens. C'est pas suffisant, bien sûr. Enfin, bien sûr. C'est à débat évidemment et c'est compliqué de dire ça, mais on peut pas mettre quelqu'un en prison juste parce qu'il a des fantasmes de violence. Oui. Et là, moi, bon, ça sert un petit peu ma cause entre guillemets, mais moi, mon avis, c'est surtout qu'il faudrait qu'on ait une meilleure, peut-être, restriction de l'accès aux armes aux États-Unis. Donc là, ça, cet exemple-là, et je trouve qu'il fonctionne bien. Et dans l'épisode, je disais, typiquement, est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte de fichier au niveau de l'État, voire même carrément fédéral aux États-Unis, de justement personnes professionnelles de santé qui puissent alerter en disant attention, cette personne, elle a déjà évoqué à plusieurs reprises, ça a l'air sérieux, il y a des éléments chez elle qui montrent qu'il faudrait faire très attention, qu'elle devrait pas pouvoir s'acheter des armes comme ça, et que voilà, ça serait centralisé, que ça serait facile. Enfin, en plus, on vit quand même à une ère aujourd'hui où tout est informatisé, où ça pourrait être assez facile. Et ouais, moi, je pense vraiment à ça dans le côté pour éviter ce genre de choses. Ça veut pas dire que ça empêchera tout le monde, parce qu'il y aura toujours des moyens illégaux de se procurer des armes, mais au moins Bien ça sûr. éviterait de faciliter. Ah oui, je suis totalement d'accord, on partage, hein, toutes les 2 cet avis sur la restriction, des armes. Mmh. Comme tu dis, ça n'empêcherait pas tout, évidemment, mais je pense qu'un contrôle plus accru, peut-être des recherches sur la personne qui fait une demande pour avoir un permis, enfin, voilà, je sais qu'aux États-Unis, visiblement, on a quand même vu plusieurs exemples autour de nous en faisant des recherches, où c'est quand même relativement facile de se procurer des armes et notamment des armes semi-automatiques parce que ce que Mmh. James Holmes a utilisé lors de la fusillade, c'était pas des petites armes, c'était quand même des sacrées armes, il était quand même équipé. Il avait quand même un équipement très tactique, très spécifique. Du coup, ça laisse penser que il a pu assez facilement se le procurer. C'était pas très compliqué pour lui d'avoir accès à tout ça et je pense que c'est ça le véritable problème. Ouais, et dans son cas, c'est important de mentionner que toutes les armes qu'il possédait, il les avait achetées de manière légale. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans certaines autres affaires C'est de vrai. fusillade. Mais lui, pour le coup, même en fait, j'ai pas notamment trop creusé ça dans l'épisode parce que c'était déjà suffisamment long et c'est en plus, j'avais pas trop envie non plus de donner un mode d'emploi, même si voilà, je sais que je m'adresse pas tellement à un public américain, mais quand même, en fait, il est mentionné qu'il a acheté une arme de type fusil Mmh. semi-automatique. Et en réalité, donc, je suis allée voir un petit peu, j'ai un peu creusé sur des forums de personnes très calées au niveau des armes, même des gens pro-armes en fait, hein, mais qui expliquaient que ce qu'il avait acheté, visiblement, c'est une sorte de pistolet, mais qui mime totalement le fonctionnement Mmh. de genre un AK-47, quoi. Mmh. Et donc, du coup, comme c'est quand même considéré comme un pistolet, et c'est super facile d'accès et c'est du coup l'arme qui est privilégiée, favorite de la plupart des gens qui font des fusillades de masse. Parce que c'est facile d'accès, tu trouves facilement les munitions, etc. C'est légal, tu peux t'en procurer comme ça et c'est extrêmement destructeur. Oui, bien sûr, ouais, non, c'est vrai qu'on a tendance à ni toi ni moi ne sommes spécialisés dans les types d'armes et effectivement, il y a une petite nuance, c'est bien que tu l'aies précisé, hein, mais ce qui reste, voilà, ce qu'il faut quand même, bien avoir à l'esprit, c'est que dans son cas, il s'est procuré ça de manière légale, donc peu Mm. importe que ce soit finalement, des armes semi-automatiques ou pas, ou que ça mime le fonctionnement d'une arme semi-automatique, ça reste des armes qui sont très dangereuses et je pense qu'il devrait y avoir plus de contrôle par rapport à ça, en fait. Ouais, non mais ça vraiment, et tu vois,
Personnellement, ça me brise le cœur de savoir qu'à chaque énième histoire de fusillade, parce que pareil, c'est un peu l'occasion pour moi de rappeler certains chiffres, mais aux États-Unis, on a à peu près 3 fusillades par jour. Mmh. Bon, la plupart de ces fusillades, ça va plus être du règlement de compte, dans le cadre de, tu vois, de dealers, de trafic, ou de, voilà, entre, on va dire, personnes plutôt criminelles, mais n'empêche que 3 fusillades par jour, c'est absolument énorme. Quand tu vois que, moi j'en parlais parce que j'ai des amis qui ont vécu aux États-Unis pendant pas mal d'années et qui donc continuent d'avoir des proches qui, eux, sont américains, qui vivent là-bas. C'est rentré tellement dans la culture en fait que ça peut arriver que vraiment eux ils sont habitués à partir de vraiment quand ils déposent leur gamin à la crèche, savoir que ça peut arriver. Donc il y a des sas spéciaux, enfin c'est vraiment vivre avec la possibilité qu'à tout moment ça arrive, beaucoup plus que on parlait au début. Nous on a un petit peu des fois ces choses-là qui nous passent par la tête quand on est à un concert ou au cinéma, mais eux c'est vraiment rentré dans leur quotidien d'une manière presque, enfin c'est terrifiant à quel point c'est devenu normal. Et c'est ça en fait moi qui me pose vraiment question et problème. C'est pourquoi est-ce que dans un pays où tu as quand même autant de fusillades tous les jours, autant de violence qui est rentrée dans le quotidien, on s'oppose toujours autant à une régulation de l'accès aux armes, quoi. Mais C'est vrai. c'est les États-Unis, on le sait très bien, il y a un très fort attachement de la part d'une partie des Américains, pas tous, mais à leur second amendement, qui est le droit d'avoir accès aux armes. Sauf que les C'est ça. armes, quand ça a été fait, elles étaient pas... tu vois, c'était des pistolets hyper à l'ancienne, ça permettait pas de faire aujourd'hui le carnage que tu fais avec une arme semi-automatique, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça, mais c'est vrai que là, on touche à la constitution. C'est quand même, Ouais. quelque chose qui est inscrit dans leur constitution, le droit d'avoir une arme et aussi, je crois que c'est lié au droit, en fait, de se protéger et de Oui, c'est ça. protéger la Oui. liberté, quelque chose de ce style, mais peu importe. Toujours est-il qu'ils ont le droit, en fait, de posséder une arme et dans beaucoup de cas de porter une arme, hein, même Mm. dans beaucoup d'États. Et je trouve que c'est assez intéressant de faire le parallèle entre, ce pays, donc les États-Unis, et un pays comme la Suisse où, bah, non, on n'est pas experte non plus, hein, de la législation suisse, mais on a grandi à côté, donc on est peut-être un peu plus familiarisés par rapport à ça. Oui. Et ce que je voyais, c'est que la loi n'est pas tellement différente, en fait, Mm. la loi en tant que telle, hein. Là où il y a un peu plus de contrôle, évidemment, c'est que déjà, en tant que particulier, il faut, c'est quand même très, réglementé pour se procurer une arme. Il faut quand même que rien ne laisse supposer que vous utiliserez l'arme d'une manière dangereuse pour vous ou pour autrui. Donc là, je me suis permis de citer le passage parce que je le connaissais pas. Ok. Mais il y a quand même plus de contrôle, Mm. au niveau de la loi, au niveau de la législation. Et je sais pas, si c'est lié, c'est très complexe. Est-ce que c'est lié uniquement à ça? Est-ce que c'est lié à toute la société, au fonctionnement de la société, suisse qui est très différent, mais qui peut aussi se rapprocher vu que c'est un système fédéral comme aux Ouais. États-Unis, il y a quand même quelques similitudes. Oui. Il y a aussi la différence, peut-être de l'armée. Le service militaire est obligatoire en Suisse pour, les hommes. Mm. Donc ils ont quand même aussi un entraînement pendant, un certain temps avec les armes. Ils en manipulent, on leur apprend à utiliser des armes. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être un homme absolument pour avoir une arme, évidemment. Et puis, bah, juste, voilà, je regardais un petit peu les différences. C'est pareil qu'aux États-Unis, dans pas mal de cas, il faut avoir un permis pour des armes qui sont considérées comme semi-automatiques, mais ça peut être un pistolet ou un revolver. Et Mm. ça, tu en as parlé aussi, mais ce qui est considéré vraiment comme, une arme automatique, c'est un peu, la distinction qu'ils font entre les armes à feu semi-automatiques et les armes, semi-automatiques type pistolet ou revolver. J'ai D'accord. pas, heu, Ok, j'ai ouais, pas non plus c'est plus de effectivement, connaissances que ouais. ça, Oui, mais je pense mais que ouais. c'est l'usage que tu peux en faire de manière surtout détournée, évidemment. Le mauvais Bien usage sûr. est vachement plus pris en compte. Et alors toi, tu connais mieux parce que c'est vrai que moi, je suis partie de là où on a grandi depuis plus longtemps et donc j'ai moins de liens maintenant avec des personnes qui vivent en Suisse, mais toi, tu sauras peut-être un petit peu mieux expliquer. Je crois qu'il y a aussi quand même plus
Ils font plus attention à qui, va rentrer justement dans ce service militaire, à qui aura la permission après de garder les armes parce que, c'est vrai qu'on dit beaucoup la Suisse, c'est un pays très armé, dans le sens où les Mmh. gens, je crois qu'une fois qu'ils ont terminé leur service militaire, donc les hommes peuvent garder une arme, c'est ça? Oui. OK. Oui, alors peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est le cas. D'accord, c'est ça. Mais tous déjà peut-être ne veulent pas en garder et puis ceux Oui. qui vont garder, ils ont pas le droit, je crois, d'avoir de munitions? Oui, ou alors, c'est assez complexe. Par exemple, je sais que si tu dois transporter une arme parce que bon, bah, admettons que tu déménages ou que Mmh. tout simplement en rentrant de l'armée, tu reprennes ton arme de service, elle doit être absolument déchargée, elle doit être déclarée, il y a des permis, il y a des documents hyper importants à avoir et de la même manière, si pour une raison ou une autre, tu as été réformé, donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, et là, on va plutôt se concentrer dans le cas où tu as été réformé parce qu'on jugeait que tu pouvais être un danger pour toi-même ou pour les autres. Mmh. Donc, par exemple, en cas de ça peut être n'importe quel trouble psy, hein, pas obligé de rentrer dans des trucs extrêmes, juste, Oui, bah, oui, ouais. de la dépression, enfin juste de la dépression, c'est Oui. c'est très grave, hein, mais je veux dire, c'est pas forcément des psychoses, Non, mais dépression, anxiété. voilà. Oui, voilà, c'est des choses qui sont très communes, qui touchent beaucoup de monde, quoi. Voilà. C'est plus ça, ouais. C'est ça, de la dépression, de l'anxiété, enfin, à partir du moment où on va juger que potentiellement tu peux être un danger pour toi-même ou pour les autres, on Mmh. va te retirer en fait ce permis, finalement, puisque on te réforme et puisque c'est inscrit un petit peu dans ton dossier. De la même manière, si tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas avoir une arme, enfin voilà. En tout cas par rapport à des faits de violence, hein. Je pense que si tu as un casier judiciaire, ça veut tout et rien dire, mais par rapport à des faits de violence, on va t'empêcher en fait, on va te retirer cette autorisation parce que à moins que ce soit, un fusil type, fusil de chasse, où là, il faut juste le déclarer. Pour avoir une arme comme un revolver ou une arme semi-automatique, il faut avoir une autorisation et c'est tout un processus vraiment, il faut passer par, je regardais, il faut passer par 4 ou 5 structures différentes et il me semble que c'est même contrôlé par la suite. C'est pas une fois que tu as l'autorisation, tu es tranquille Ah à ouais. vie. Je pense qu'il y a quand même des contrôles qui sont effectués Ah ouais. et il y a Mmh. des armes qui sont tout simplement interdites. Tu pas le droit d'avoir une arme automatique, une arme à feu semi-automatique, je vois même que tu pas le droit d'avoir des coups de poing américains, par exemple, ce qui est intéressant, je m'en serais pas doutée. OK. Donc voilà, il y a quand même toute une, peut-être plus de contrôle par rapport à ça qu'aux États-Unis. Donc je pense que c'était intéressant de Ouais, 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 effectivement, de ce que tu dis, il y a quand même beaucoup plus de restrictions et puis peut-être de, ouais, de cadres autour pour faire en sorte que mmh ce soit, bien, maîtrisé. Peut-être qu'il y a un suivi et tout ça. Après, bah, on peut pas non plus enfin, je veux dire comparer, les États-Unis et la Suisse, Mmh. ça n'a pas non plus de sens. Enfin, ça, c'est un truc que je voudrais rappeler à Non, toutes les bien personnes qui sûr. utilisent la Suisse comme un exemple de: «Bah, non, mais regardez, tout se Oui. passe très bien en Suisse». Oui, mais la Suisse ne connaît pas du tout les mêmes, problématiques. C'est pas la même culture, c'est pas du tout la même société, le territoire n'est pas du tout de la même taille. Enfin, vraiment, on a tellement de C'est clair. différences, que oui. Non, c'est clair. Donc déjà, rien qu'au niveau des armes à feu, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de structures autour qui, vissent et verrouillent bien, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de débordements possible et en plus de ça, on s'ancre, clairement dans une société qui est très, très différente. Je pense qu'on peut Oui, oui, toutes les 2 oui, le bien dire. sûr. Mmh. Bien sûr, non, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui, comme tu dis, se servent de la Suisse pour justifier un peu l'accès aux armes, comme, voilà, en disant, c'est pas les armes le problème, c'est les gens. Oui, alors certes, Mmh. hein, mais je pense qu'il faut pas oublier non plus, comme tu dis, que le fonctionnement des 2 pays n'est pas du tout pareil et que, bah, l'accès, est quand même plus réglementé aussi en Suisse. Mmh. Et sans rentrer dans des clichés qui n'ont pas lieu d'être, c'est quand même aussi beaucoup des hommes qui ont fait leur service militaire, qui gardent leur arme de service. Mais il y a pas forcément, tous les Suisses ne sont pas des collectionneurs d'armes avec, 50, pistolets dans leur cave, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Et quand ils gardent des armes, c'est de manière très sécurisée. Bon, ce qui est censé être le cas aux États-Unis aussi, hein. En théorie, tu pas censé avoir, une arme chargée à portée de main, malheureusement, on sait que ça arrive, hein, les accidents où les enfants s'emparent d'une arme en pensant que c'est un jouet Mmh. ou qu'ils veulent la tester et que, bah, le manque de bol, elle était chargée et ça peut donner lieu à des accidents terribles. Mais ouais, ouais, il y a quand Donc même, voilà, je pense que sans parler voilà, ça c'est encore autre chose, hein, sans parler mmh. de l'accès aux armes pour les auteurs de fusillade, il y a aussi tout ce problème de protection, enfin de conservation peut-être des armes qui pose question. Totalement et bah, après, tu vois,
Évidemment, enfin ça semble tellement évident quand on dit, «Bah oui, c'est pas l'arme en soi qui pose problème, c'est la personne qui la tient». Oui, c'est un fait, que personne ne peut contester, mais en fait, ça ne prend pas en compte, justement le problème que qu'on s'évertue à répéter, qu'une arme qui permet de tirer, 100, 200 coups en 1 minute, c'est Oui. aussi un problème. Je veux dire, parce qu'effectivement, si elle se retrouve entre les mains de quelqu'un qui, pour X ou Y raison, veut en faire un mauvais usage, bah oui, c'est dangereux, quoi. Et là, en plus, dans le cas justement de James Holmes, on cumule beaucoup de choses. On cumule très probablement des gros troubles psychiatriques, peut-être aussi une implication des médicaments qui auraient aggravé ces troubles qui existaient déjà. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une Oui, accumulation. oui, comme tu dis. Là, en plus, alors, je sais pas dans quelle mesure c'est faisable parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de confidentialité par rapport à la santé. On est bien d'accord que, il faut pas que tout le monde ait accès à ton dossier médical, hein, que ce soit pour des problèmes, des opérations physiques. Mais je pense que la santé mentale a besoin d'être aussi, quand même préservée. Mais il n'empêche que quelqu'un qui suit une thérapie et qui prend un traitement aussi lourd, dans son cas, hein, là on parle pas simplement d'une thérapie, qu'on peut faire, tous, hein, pas forcément pour des problèmes très graves, mais là on parle d'un traitement assez lourd. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de contrôler, l'accès aux armes par rapport à ça? Et de nouveau, c'est délicat parce que c'est les données, c'est la vie privée, c'est des données privées, enfin, Mmh. Oui, bah, c'est les données personnelles. c'est pour ça que moi je pensais qu'on pourrait imaginer un système de signalement fait par les professionnels de santé qui sont vraiment habilités à ça, qui pourraient dire, là, dans l'état actuel du patient, des choses, il y a vraiment cet avis du médecin, je déconseille très fortement et que ce soit signalé, tu vois? Qu'il puisse avoir accès à des armes. Bien Juste ça, sûr. en fait, tu vois? Mmh. Évidemment que si tu, vas faire une thérapie parce que je sais pas, tu traverses un épisode dépressif dans ta vie, peut-être que tout le monde va pas te signaler Non, automatiquement. bien Mais évidemment. si, tu es dans ce cadre-là et que, tu évoques, comme le faisait de manière, très, très claire, hein, vraiment, James Holmes, «J'ai envie de tuer des gens, j'arrête pas d'y penser, enfin, vraiment, je tourne en boucle là-dessus, j'y pense, j'élabore des plans et cetera. Enfin, c'est mon obsession, de toute façon, à quoi bon vivre et tout». Tu vois, là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de signaux qui sont censés s'allumer et où tu te dis, bah là, il Oui. faut que quelque chose peut-être l'empêche parce que je suis absolument persuadée que la plupart des tueurs de masse ne passent pas une première fois à l'acte, tu sais, de manière manquée et puis on peut les arrêter à ce moment-là. Donc il faut trouver, C'est vrai. et là on parle de prévention, mais il faut trouver des moyens un petit peu plus élaborés de les stopper à temps, quoi. Oui, c'est ça, parce que là, on pourrait avoir des moyens assez concrets, presque techniques, en imaginant que ça puisse être comme, dans les aéroports où on scanne ton passeport ou ta pièce d'identité et qu'on a des informations, très ciblées évidemment, pas toutes, pas toutes tes données et pas toute ta biographie, mais est-ce qu'il y a déjà eu des signalements? Est-ce que je sais que dans les aéroports ça peut se faire, hein, donc Mmh. éventuellement, mais ça c'est j'imagine que c'est très compliqué à mettre en place, mais ça vaudrait quand même le coup de s'y pencher quand on voit, à quel point c'est fréquent finalement. En fait, c'est terrible parce que bien sûr aucune d'entre nous n'est en train de dire que c'est bien de commencer Pas à du avoir des tout. systèmes de surveillance des citoyens et puis tu sais, genre tu sais, des trucs très Mmh. intrusifs. Mais mine de rien, on est dans aujourd'hui des configurations qui font que, bah, tu vois, par exemple, aux États-Unis, ça serait peut-être la problématique notamment des fusillades, mais je pense que pareil pour le terrorisme, comme on l'a en France aussi. Le terrorisme, par exemple, en France, c'est quelque chose, on sait très bien que nos services internes travaillent de manière un petit peu discrète, secrète, à établir des profils de personnes qui sont à risque et ensuite de les ficher. Donc après, tu as des fichiers S qui Mmh vont être mh. fichés pour tout un tas de choses. Et je Mmh. pense qu'aux États-Unis, c'est la même chose. On devrait aussi avoir, bah, quand même être capable de juste savoir qui est potentiellement un peu plus à risque, puisqu'on le sait, les passages à l'acte de tueurs de masse, c'est des accumulations de beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, tu vois, s'il y en a un, ça va, s'il y en a deux, bon, voilà. Mais qu'il y a un moment où, quand il y a vraiment une accumulation de signaux comme ça, qui sont pointés du doigt, évidemment, par des personnes habilitées à le faire, c'est-à-dire ton médecin traitant qui te voit souvent, qui te connaît, qui voit que vraiment là, tu commences toi-même à exprimer une certaine détresse. Bah, peut-être que justement, tu vois, si on pouvait aussi noter à telle date, cette personne qui présente déjà quand même un risque parce que ça a été notifié par son médecin, par son psychiatre, à tenter d'acheter ce type de truc. Enfin, tu vois, ça pourrait permettre de dresser petit à petit quelque chose et on se dirait, oula,
là, attention, peut-être que il est temps de justement lui proposer un rendez-vous pour parler de tout ça, pour essayer de mieux cerner et puis voir si effectivement la menace est... Bon, c'est hyper poussé, évidemment, c'est idéaliste, on pourra pas le faire pour tout le monde, Bien sûr. mais bon, ça serait bien de peut-être imaginer des solutions comme ça, quoi. Mais c'est effectivement très difficile de pas vouloir être non plus intrusif et... Oui, c'est vrai que on aurait pu penser, vu le discours qu'on tenait, qu'on était pour, vraiment le pistage, l'espionnage de toute la population, alors que pas du tout. Mais là, on parle de cas Pas assez du tout, ouais. extrêmes et on parle vraiment de Mm. l'accès aux armes et c'est pour ça que je disais: «Attention, hein, de pas stigmatiser toutes les personnes qui font des thérapies» parce que c'est absolument pas ce qu'on était en train de dire. Bah non, non, clairement, c'est clair. Mais là, on a des profils qui sont quand même si on parle rien que du profil de James Holmes, qui accumule pas mal de signaux Mais lui, et c'était... Oui. qui voilà. Lui, c'était terrifiant à quel point, en fait, quand tu retraces tout le parcours, notamment des, on va dire, 12 à 18 derniers mois avant son passage à l'acte, c'était vraiment, en fait, tu vois qu'il vit quasiment plus que pour ça, qu'il pense qu'à ça, qu'il est en train Oui, d'élaborer le truc. Les tueurs de masse, c'est quand même des gens, généralement, qui prennent le temps, en plus, de bien élaborer leur plan parce qu'ils veulent pas se planter. Pour le coup, ils sont c'est déterminés. vrai. C'est pas des gens qui craquent, tu sais... ça c'est important aussi à comprendre. C'est pas des gens qui craquent du jour au lendemain parce que, tu vois, un collègue ou un camarade a fait une réflexion et puis hop, ils sortent un truc de leur poche, tu vois, puis ils avaient le gun sur Mmh. eux et puis ils pètent un plomb. Non, c'est Mmh mh. vraiment des gens qui vont beaucoup passer de temps à élaborer le truc, ils vont même être capables d'apprendre à construire des bombes, par exemple, ou C'est vrai. des autres armes, enfin des choses. Donc, ils se procurent, ils accumulent plein de matériel, ils créent tout un arsenal. C'est super long et en fait, je pense que ça, vraiment sur cette question-là des fusillades, il y a des choses qu'on devrait pouvoir voir. Et c'est pas toujours le cas non plus qu'ils soient aussi ouverts à la discussion et qu'ils aillent eux-mêmes chercher de l'aide en thérapie et tout comme le faisait Holmes. Mais lui, c'était son cas, tu vois. Donc vraiment, tu te dis que au moins pour un cas comme celui-là, c'est frustrant d'avoir eu autant de red flags qui ont malheureusement Oui, été complètement ignorés parce que il n'y avait pas un moyen de tous les recouper. C'est-à-dire que t'as l'impression que tout le monde a vu un petit bout de son plan, mais comme on voyait pas l'entièreté et l'énormité de ce plan, parce qu'il n'y avait pas moyen de recouper ce que chacun arrivait à apercevoir, des petites facettes de ci, de là, bah, tout le monde est passé à côté, quoi. ouais. Je pense que c'est ça qui est assez frustrant finalement, dans cette affaire, c'est de voir que, comme tu dis, bah, je connais pas suffisamment bien la psychologie des tueurs de masse, hein, pas comme toi, mais j'ai quand même le sentiment que c'est des personnes qui vont idéaliser beaucoup leurs gestes, qui vont prendre le temps de planifier, qui vont presque avoir ce côté rituel, ça a presque un côté Mm, rituel. C'est des personnes qui vont vraiment prévoir, presque se faire le film de tout, avant de passer à l'acte. bien sûr. Et du coup, on a dire qu'on peut faire quelque chose, c'est facile, hein, parce que là, en plus, on parle de tout a posteriori. On a toutes les données, on a tout ce qui s'est produit Mm. après coup. Mais quand même, je pense que voilà, dans ce cas particulier, un peu plus de prévention, un peu plus de par rapport à l'accès aux armes, un peu plus de possibilité de signalement pour intervenir, bah, ça aurait pu potentiellement changer quelque chose. Alors attention, on sait pas, on n'est pas devin, on n'en sait rien, mais c'est quand même assez frustrant de voir que tous les signaux étaient là et que, bah, finalement, ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Ouais. Bah, en fait, ouais, moi je me dis quand même dans le cas très précis de la tuerie de masse, j'ai un peu ce côté mieux vaut prévenir que guérir, tu vois? Mmh. Et peut-être qu'il Mmh. vaudrait mieux s'alerter Totalement. un peu trop tôt, un peu trop vite que, trop tard. Et il y a quand même vraiment quelque chose qui fait que je pense qu'on peut mieux travailler sur le tueur de masse que sur le tueur en série, c'est que généralement le tueur de masse, comme on le dit, prépare pendant très, très longtemps en amont avant le passage à l'acte. Et souvent, en fait, comme c'est quand même un travail dont il est un peu fier, tu vois, parce que Mmh. tu passes des mois et des mois à élaborer ton truc et tout, c'est des gens qui ont envie de le partager et qui ont presque envie, tu sais, aussi de, un peu comme un virus, de contaminer d'autres personnes, de donner le mode d'emploi à d'autres gens. Donc très souvent, alors c'était pas trop le cas avec Holmes, mais beaucoup d'autres vont partager des choses sur Internet. On l'a vu, il y en a certains qui vont par exemple vloguer des choses, notamment dans tout ce qui est très incel, ou en tout cas qui sont sur des forums, qui dispersent notamment sur Internet ça et là plein d'indices qui commencent un peu à Mmh. parler de leur plan, ils sont pas suffisamment pris au sérieux.
Lui, pour le coup, il le faisait pas trop en ligne. Il le faisait un petit peu, mais dans le cercle privé, c'est-à-dire il en parlait notamment par mail avec son ex et avec quelques amis. Il en parlait avec sa psy. Donc c'est vraiment, tu vois, des gens qui ont envie de partager ce plan. Et c'est ça aussi. C'est vrai. C'est très très rare qu'on ait un tueur de masse qui n'a pas du tout, enfin qui passe à l'acte et qui n'avait jamais évoqué auprès de personne ce qu'il comptait faire. Oui. Donc moi c'est pour ça que je me dis bah il y a vraiment en fait des techniques peut-être à développer un peu plus sur ça, tu vois, de la veille, des trucs qui devraient nous alerter et puis tout faire pour que aussi pour le côté très pratique ils n'arrivent pas à amasser ce qui est nécessaire à l'élaboration de ce plan-là quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a certains facteurs sur lesquels on n'a aucun pouvoir, aucune influence, mais il y en a d'autres où que ce soit nous en tant que personne ou la société ou voilà, hein, tout, enfin de manière générale, les autorités, la société, on a le pouvoir d'agir sur certains facteurs et c'est du coup dommage et frustrant de ne pas le faire. Mm. Même si c'est un problème qui est très complexe et voilà, c'est pas aussi simple que de dire bon bah on n'a qu'à surveiller et faire de la prévention. On sait que c'est très complexe, mais je pense que vu l'ampleur que ça prend en fait ce phénomène de tuerie de masse, c'est que ça fait un moment d'ailleurs, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on en parle un peu plus aussi peut-être depuis plusieurs années. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup de se pencher sur la question et de voir quel impact on pourrait avoir. Est-ce que la prévention est possible? Enfin voilà, c'est des questions qui, Ouais. je pense. Bon après, je pense à rassurer aussi les personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent justement, notamment des criminologues, des psychologues, Bien sûr. notamment aux États-Unis, mais en France aussi, il y a pas mal de gens qui travaillent justement sur ça et qui réfléchissent. Mais on n'est pas beaucoup tenu au courant, nous, je trouve, C'est en tant vrai. que population. Après, c'est parce que effectivement aussi, peut-être. En tant que Français, enfin, je parle vraiment pour nous là, Françaises, on n'est pas dans un pays qui est très touché par ce type de problématique. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'aux États-Unis, pour l'instant, la sphère politique est très frileuse parce que, bah, bon, là, c'est encore un autre gros sujet, mais il y a Mmh. des lobbies, notamment le lobby des armes, qui est derrière et qui pousse pour justement qu'on s'attaque pas trop à ces choses-là. Alors, le lobby des armes et le lobby pharmaceutique aussi, parce que justement, tout ce qui est question de santé mentale et les implications potentielles parfois de certains traitements qui peuvent aussi être pointés du doigt. Donc, on a quand même deux énormes puissances derrière Oui, qui font tout pour que finalement, on ne s'intéresse pas trop aux vraies causes et puis qu'on va plutôt dire c'est la faute des jeux vidéo ou des musiques, des choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un c'est peu vrai. On frustrant. détourne, ouais, on détourne totalement l'attention du Ouais. public. Et parce que, comme tu dis, c'est deux gros lobbies et c'est deux énormes sujets de société. La santé mentale, les traitements, l'accès aux armes. C'est deux énormes sujets. Donc oui, c'est complexe. Ouais. Je pense que si on peut résumer ça, c'est très complexe, mais comme voilà, il y a des choses à faire et il y a des choses qui sont faites, hein, comme tu l'as rappelé, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir et peut-être plus de transparence, ça serait pas mal. Ouais, totalement. Alors, quitte à aborder tous les sujets qui fâchent, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on parle, mine de rien, hein. Je crois qu'on Oui, pourrait... On vous l'a dit, hein, déjà, on est, je crois, intarissable sur ce genre de sujet. On peut vraiment en parler pendant des heures. Sachez que ce que vous entendez, ça fait partie de un petit pourcentage des discussions qu'on peut avoir, Juliette et moi, sur les- ce genre d'affaires, parce qu'on en parle aussi pas mal entre nous. grosse Ouais, ambiance, vraiment, c'est c'est vraiment... Les soirées entre nous sont les soirées endiablées. folles. Mais je me dis, écoute, quitte à aborder un petit peu tous ces sujets qui fâchent, parlons aussi de quelque chose que j'ai un petit peu vu. Tu sais quoi, je le sentais venir. Quand j'ai donc publié cette vidéo sur laquelle on a travaillé sur Aurora sur YouTube, on a eu plusieurs commentaires. Alors, je pourrais pas dire qu'il y en a eu beaucoup, mais il y en a quand même eu plusieurs qui disaient, en gros, bon, pour faire un petit peu grossir le trait, Ouais, haha, les féministes et tout, maintenant, vous fermez bien votre gueule quand vous voyez que la majorité des victimes sont justement des hommes qui ont protégé leur petite amie des balles du tueur et ça vous arrange bien finalement. Donc là, il n'y a plus personne qui veut être féministe dans ces moments-là. Voilà, voilà. je sais pas si je l'ai bien redit parce que j'arrive pas trop à Oui, exprimer ce type de... C'est compliqué, ça a du ah mal bon? à sortir. Mais donc voilà, j'ai lu ça et vraiment plusieurs personnes qui l'ont dit. Et tu sais, vraiment, je le sentais. Je commence à avoir un peu une certaine expérience de Mmh. ce que c'est que d'être Mmh sur mh. Internet, d'aborder certains sujets. Et c'est tragique en fait que des personnes voient le problème sous cet angle-là, je trouve. C'est vrai.
C'est vrai que ce qui ressort pour eux, c'est vraiment ça. Mmh. C'est pas, le nombre de victimes, c'est pas la tragédie, c'est le fait que, Mmh. les victimes étaient des hommes qui enfin pas tous d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'on va pas nier non plus, Mais oui, l'évidence. On en a même parlé dans la mais vidéo, bien on l'a dit, sûr. que de Mmh. nombreux, hommes, jeunes hommes, même pour, Ouais. certains, très jeunes, sont morts en essayant de protéger ou même en protégeant leur Mmh. compagne. Mais nous, en Donc fait, c'est un oui. fait. Moi, ce que j'aimerais répondre à ça, c'est que, vous croyez vraiment que parce que je suis féministe, je suis ravie de voir que, un homme a perdu la vie en essayant de protéger un de ses proches? Enfin, personne, aucun être humain ne devrait avoir à faire le bouclier humain pour protéger son proche. Mais c'est Et ce qui est terrible, ça. c'est que justement, la société, avec tout, son patriarcat et notamment cet archétype de tu dois être un héros, tu dois, sauver Mmh. les autres, va effectivement pousser certains d'entre eux à protéger leur petite amie ou enfin voilà des membres de leur famille. Mais ce qui est tragique, c'est c'est juste que n'importe quel être humain en fait et cette réaction de voilà de devoir sauver sa propre peau, sauver la peau des autres qu'il aime, c'est ça qui me révolte dans cette affaire. Oui. C'est absolument terrible que ces hommes aient fait ça, mais ça veut dire beaucoup de qui ils étaient. C'était des personnes voilà qui pensaient aux autres et tant mieux en fait. Clairement. Mais enfin, c'est Clairement, difficile de. je sais pas quoi répondre à ce genre de commentaires parce qu'on pourrait aussi voir, cette situation-là avec des parents, Bah oui, c'est que ça. ce soit une mère ou un père. Je pense que ou des petits frères et Mmh. sœurs. Alors, je suis pas mère, mais j'ai des petites sœurs. Je sais que je serais capable aussi de le faire. Mmh. Enfin, j'aimerais croire que je suis capable, mais je veux dire, en tout Bah, cas, j'espère qu'on le saura jamais, hein. c'est quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Je le Mais souhaite. voilà, de nouveau, Mmh. je souhaite à personne de vivre ça et on devrait même pas avoir à se poser la question et on devrait pas se réjouir du fait que oui, un homme a donné sa vie pour la nôtre parce que, Bah, bien sûr que non, enfin, enfin voilà, que répondre à ça? bah Enfin, oui. comme tu dis, c'est tout le problème de la société patriarcale. Il y a aussi beaucoup d'attentes qui sont placées sur les hommes par rapport à ça, par rapport au fait que c'est eux les héros, c'est eux qui doivent protéger la femme qui est plus faible, c'est eux qui ça rend service à personne et on va pas se servir de cette tragédie pour, parler de cette problématique. Je Non, pense que c'est un peu déplacé, c'est pas le c'est moment, ça. enfin, c'est une problématique qui mérite d'être traitée, C'est mais ça. En fait, dans notre monde idéal, personne n'aurait besoin de se mettre, devant c'est quelqu'un d'autre ça. pour protéger, quelqu'un, enfin, une autre personne de, quelqu'un qui surgit dans un cinéma. On n'est pas sur une zone de guerre, on n'est pas voilà, on est dans un cinéma, on a des personnes qui venaient pour passer un bon moment et en fait, enfin, dans notre monde idéal, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme qui se mette devant quelqu'un. En fait, juste la situation de base n'aurait pas dû arriver, quoi et c'est, je pense, ce qu'on Oui, a largement exprimé tout au long de ce podcast. C'est ça, enfin, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui fassent des actes héroïques et qui donnent leur vie pour sauver quelqu'un d'autre bien sûr que c'est admirable entre guillemets, mais c'est déplorable aussi parce qu'on devrait pas en arriver là, en fait, tout simplement. totalement. Donc ouais, j'avais un peu envie de reparler de ça Mmh. parce que je trouve ça triste en fait qu'il y ait des personnes qui commentent principalement ça en fait. Oui, comme tu dis, ça a pas été la majorité des commentaires évidemment et heureusement, mais rien que le fait que ce qui ressorte, même si c'est une question qu'on peut se poser légitimement, mais voilà, laisser un commentaire pour dire ça, c'est vraiment la première chose qui te traverse l'esprit. C'est vraiment, quand tu regardes toute la complexité de cette affaire, le nombre de victimes, le profil, de l'auteur, le problème des armes, vraiment c'est ça qui va Non, mais c'est quand qui va même toujours attirer une ton espèce attention, quoi. de colère, je vais peut-être pas dire haine, mais je le pense un peu, mais en tout cas de Oui, colère envers les femmes, qui oui, ressurgit quand même au travers de ces commentaires alors que, enfin non, c'est pas le propos quoi, vraiment. Si mais c'est c'est ça que tu ça, retiens de cette histoire, il y a quand même vraiment il faut te poser des questions, quoi. on est d'accord. Ouais, voilà, voilà. Non Voilà, mais ouais, c'était, c'était le dernier important de le dire, je petit pense. coup Mmh. à souligner parce qu'après il y a encore toute une autre dimension sur laquelle on n'avait pas non plus trop envie de s'étendre, c'est tout ce qui a été complotiste autour de ça. Mais c'est pareil, enfin C'est voilà, vrai. les personnes qui en fait détournent un sujet de ces réels problèmes comme ce qu'on disait, tu vois, que ce soit par des lobbies ou pour d'autres raisons plus fallacieuses parce que ça sert pas à vraiment leur idéologie assez malsaine. Moi ça m'attriste beaucoup et c'est je trouve les affaires criminelles sont jamais exemptes de ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est Bien intéressant d'en sûr. parler aussi et d'y consacrer voilà, du contenu sur internet et d'essayer de réfléchir un petit peu au-delà de ces choses-là.
Oui, tout à fait. Ah, j'étais bien énervée sur cette fin d'épisode. Pareil, on a gardé le meilleur pour la fin. Non, mais c'est difficile de rester complètement neutre face à quand tu vois des personnes comme ces Oui, bien sûr, commentaires on a beau ou ne les pas, complotistes. voilà, c'est ça. On a beau essayer de pas prêter trop attention des fois aux commentaires, enfin, quand ils sont négatifs ou vraiment, agressifs envers ta personne, qui s'attaquent personnellement à toi. Là, c'est pas le cas, mais c'est quand même quelque chose qui, mine de rien, nous touche aussi. En plus, on parle déjà d'un sujet qui nous touche, on est sensible par rapport à ça et c'est vrai que, bah, c'est un petit peu, pareil, frustrant, rageant de lire ce genre de commentaires et de voir que ce qui ressort de toute cette vidéo, c'est ce sujet-là, cette problématique-là, alors que, bah, on en a évoqué là, ça fait 1 heure qu'on parle quasiment. Il y en a beaucoup d'autres de problématiques, je pense, plus importantes que celle de, l'homme qui se sacrifie pour la femme. Oui, totalement, totalement. Moi, je pense que de toute façon, là-dessus, on est plutôt raccord. Ouais, j'avais envie de terminer sur ce petit point-là, à moins que tu aies quelque chose encore à... Non, je pense que on va laisser, voilà, on va terminer sur ce superbe petit, point-là qui nous a bien énervés aussi. Exactement. Alors effectivement, comme d'habitude, pas vraiment de conclusion, malheureusement, et c'est pas le but non plus de ce podcast, hein, d'avoir des conclusions hyper optimistes. Le but, c'est plus d'aller creuser un petit peu, d'aller parler, de s'exprimer de manière un petit peu plus libre, sans forcément voilà, être dans la description de l'affaire en elle-même et des faits. J'espère en tout cas que cette discussion vous a intéressé, que ça vous a peut-être appris des petites choses, notamment tout ce que tu as apporté, je trouve, sur la Suisse, par exemple. C'était, moi, je connaissais pas J'espère aussi ne bien. pas avoir dit de bêtises. Si jamais, n'hésitez pas à corriger ou à apporter des précisions. Oui, non, mais je pense quand même, enfin, c'est des choses qu'on a entendu dire de personnes qu'on connaît, qu'on côtoie et tout, donc Oui. voilà. Et puis écoutez, bah voilà, n'hésitez pas à nous faire part, en tout cas, de ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis si vous avez effectivement vous-même des petites choses à apporter, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci beaucoup encore de nous avoir écoutés dans cet épisode d'Éteignez vos lumières, l'after show consacré à la fusillade d'Aurora. C'était Sonia Liu en compagnie de Juliette, et je vous dis à très vite pour une prochaine histoire.